Bienvenue les amants des neurosciences. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet très intéressant pour moi et j'espère que pour vous aussi. Le thème de cette vidéo, c'est les limites des neurosciences par rapport à l'éducation. À travers toutes nos vidéos et nos publications, nous avons vous montré tous les bienfaits de ce type de sciences. Mais est-ce qu'il y a des limites? Bien sûr, tout n'est pas parfait dans cette vie, malheureusement. Ce débat n'est pas nouveau. Il y a déjà 4 ans que la chaîne sur YouTube Eduki a publié sa vidéo Les neurosciences pour l'éducation tient-elles leurs promesses? Cette vidéo aborde des aspects qui sont actuellement sujets de discussion. Le premier, c'est que l'information qui vient de l'imagerie cérébrale, les critiques se produisent car les résultats de ces analyses seulement sont des faits ou bien des théories, de sorte qu'il est difficile de se fier aux neurosciences puisque les théories restent théories. Le communicateur d'Eduki a évoqué un commentaire très précis pour bien comprendre ce qu'on vient de dire. Les neurosciences peuvent fonctionner comme la méditation dans les écoles pour mieux gérer l'attention pendant les classes. Il convient de la remarquer parce qu'il existe plusieurs neuroscientifiques qui veulent créer une méthode d'enseignement basée sur les théories des neurosciences, non seulement comme un complément, mais en totalité. En outre, créer une méthode d'enseignement ciblée aux neurosciences pose des autres problèmes. Le premier concerne cette machine qui veut regarder la fameuse IRMF. Si vous bien analyser où se trouve l'IRMF, c'est bien, c'est dans le laboratoire. Alors, comment peuvent les scientifiques passer ces connaissances à la salle de classe? Ou bien, comment peuvent-ils répliquer la même expérience à l'école lorsque des idées de l'épistémologie sont ignorées? Par rapport à l'information auparavant, le site web Educavo critique durement l'usage d'IRMF pour concevoir de nouvelles vérités pédagogiques, entre guillemets, car les scientifiques souvent s'oublient d'étudier tout ce qui concerne la cognition. Cela veut dire la perception, la motricité, le langage, la mémoire, le raisonnement, les émotions, etc. Si via les sciences cognitives et la recherche, les experts ne remarquent pas que le contexte d'un laboratoire est très différent au sujet de l'école. Cependant, ce n'est pas tout. Educabo fait une autre remarque. Il indique que les expériences faites dans ces machines sont très coûteuses. En effet, les méthodes d'investigation en neurosciences se trouvent être des approches indirectes très fastidieuses à mettre en place et prenant appui sur une technologie très coûteuse. Ainsi, l'échantillon analysé et comparé demeure trop limité. Il en résulte déjà un manque de fiabilité statistique qu'il s'agit de dénoncer avant toute extrapolation. Small Powered Studies are Endemic in Neuroscience déclare une méta-analyse publiée dans Nature Review Neuroscience. Ces chercheurs ont en effet passé au crible les méthodologies de 740 articles publiés en 2011 dans le champ. Auparavant, on a mentionné l'argent en parlant des coûts du CRMF. C'est pourquoi il est important de savoir que le gouvernement alloue un budget aux différents projets concernant les neurosciences. Par exemple, le Membrain Project par la Commission européenne qui reçoit plus d'un milliard d'euros. De la même manière, il existe la Brain Initiative qui vient de lancer Barack Obama aux États-Unis a reçu lui un budget de 100 millions de dollars. Je sais que ces chiffres peuvent vous étonner, d'autres peuvent penser que c'est justifiable, mais en réalité, il paraît que ce n'est pas le cas. En France, des neuropsychologues comme Fabrice Guillaume nous alertent sur le taux de réussite. Le résultat est pour le moins inquiétant. Les études examinées présentent une puissance en moyenne d'environ 20%. Il faut savoir qu'habituellement, la puissance d'un test, c'est-à-dire son aptitude à mettre en évidence une différence lorsqu'il existe, est considérée comme satisfaisante à partir de 80%.
Si bien ces chiffres semblent inquiétants, il faut rappeler ce qu'a dit le locuteur de la chaîne YouTube Eduki. Les neurosciences nous éclairent sur le fonctionnement du cerveau et en situation d'apprentissage étant un bienfait très positif pour les systèmes éducationnels autour du monde. D'ailleurs, la neuroscience peut apprendre pour nous apprendre des théories intéressantes à ces propos. Et de cette manière, les enseignants peuvent considérer d'autres barrières au moment de réaliser leur classe. Finalement, une autre raison pourquoi les gens se méfient des neurosciences, c'est la crédibilité des neurosciences. Cette crédibilité n'est pas assurée sur le plan de l'éducation. Les preuves de leur efficacité sont souvent fragiles ou même absentes. Les arguments avancés reposent sur des études rarement corroborées sur le terrain et comportant nombre de biais conceptuels et méthodologiques. Pour conclure, malgré de l'information que vous venez de recevoir, laquelle semble négative, mais ce n'est pas le cas. Il est important d'accepter que les neurosciences ne soient pas aussi complètes ou qu'elles ne viennent pas révolutionner l'éducation. Et l'obstacle, c'est qu'amener les connaissances des expériences au terrain est plus compliqué que le réaliser au laboratoire. On espère qu'un jour les systèmes d'éducation puissent en profiter des connaissances de ce domaine, faire les classes plus orientées à tous les types d'étudiants. L'autre chose à rappeler, c'est qu'il faut se souvenir que les neurosciences viennent à nous aider à nous bien connaître. Néanmoins, il est compliqué de créer une méthode d'apprentissage globale, car tous les contextes sont différents. De façon que penser que tous les étudiants vivent la même vie ou ils sont psychologiquement égaux, c'est tort.